Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui, je reçois Baptiste Branton qui va nous parler de coworking mais d'un point de vue entreprise et aussi grand compte. Salut Baptiste, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous présenter aussi Worklib, qui est la boîte pour laquelle tu es CEO? Salut Xavier, et bah écoutez, bonjour à tous. Baptiste Breton, je suis directeur du développement chez Worklib. J'étais précédemment cofondateur de NeoNomad, qui était un peu la plateforme pionnière du coworking en France. Et on a rejoint Worklib il y a un peu moins d'un an. Worklib se positionne comme une plateforme des espaces de travail flexibles pour les entreprises. Donc, on a vocation à gérer tout le scope des espaces de travail d'une entreprise, en partant du bureau, du HQ qu'on connaît bien, et ensuite en s'étendant vers l'extérieur quelque part, en gérant à la fois le coworking, le téléorganisation du télétravail et du home office, la partie événementielle, off-site. Puis on développe pas mal de nouvelles choses en ce moment sur d'autres thématiques comme le workation. Voilà, très content d'être avec vous aujourd'hui. Et Worklib, juste pour resituer très rapidement, c'est une cinquantaine de personnes aujourd'hui, euh, pas mal de grands comptes et de grosses boîtes. On a à peu près 200 clients, dont quasiment la moitié des grands comptes. Ok, Et on est déployé à l'international, donc on a une vue aussi sur ce qui se passe à l'étranger, pour des ouais. boîtes comme Capgemini, Bearing Point, Atos, Generali. C'est un peu nos quelques exemples de clients qu'on a accompagnés sur ces dernières années sur ces thématiques. Ok. C'est intéressant de parler coworking grand compte et d'un point de vue entreprise. On a fait un épisode il n'y a pas très très longtemps qui était un peu une façon pour moi aussi de me remettre à niveau sur le coworking. On en parlait en off juste avant. Moi, je suis un vieux du coworking. J'ai commencé à faire du coworking en 2011 à l'époque, au tout début où c'était des assos, etc., etc. Et du coup, l'épisode précédent, ça a permis de faire un peu un état des lieux de ce que c'est que le coworking en 2023-2024. Et en fait, ça a beaucoup changé, ça s'est vachement professionnalisé, etc., etc. Mais en fait, c'est encore souvent des espaces de travail, soit pour les freelances, beaucoup pour les freelances, en tout cas de ce que moi je vois, et sinon pour les petites startups, les boîtes qui commencent, on va dire les TPE et moins de 10 personnes, etc. Et toi, tu viens nous parler de cas d'usage différents, de grands comptes, quoi. Donc, tu parlais tout à l'heure de Capgemini, typiquement. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être rapidement, et puis après on ira dans le détail. Pourquoi est-ce que ce genre de boîte vient bosser en coworking alors qu'ils ont des locaux normalement? Capgemini, c'est souvent des grosses boîtes dans les Hmm. grosses villes. Ouais, pourquoi le coworking et quelle est la part peut-être de grands comptes dans l'espace coworking français maintenant? Ouais, alors c'est vrai que je pense que il y a peut-être un petit détour qu'on peut faire sur le mot coworking en lui-même, parce que c'est vrai qu'il embarque pas mal de choses avec lui. Parfois, on a juste l'impression que c'est un open space avec des gens qui y travaillent. Ouais, Et effectivement, dans le mouvement, dans les pionniers du mouvement, c'était des indépendants et des startups qui se mettaient dans un espace et puis qui se rendaient compte qu'il y avait plein d'échanges qui se faisaient dans l'open space et autour de la machine à café. Donc, c'était super intéressant pour eux d'être dans ces espaces d'émulation. ouais, Faut voir que depuis ces 5 dernières années, c'est un secteur qui s'est beaucoup professionnalisé. Et je pense que on peut parler, peut-être pour éviter d'être trop polysémique sur le coworking, mais en fait, le métier final, c'est de la location d'espace de travail flexible, donc en prestation de service, tu vois, comparé au bail classique pour les boîtes. ouais, Donc, ouais, quand tu es un grand compte comme Capgemini, justement, c'est la question que tu te poses, c'est, tu as besoin de bureau, est-ce que tu vas vers un bail classique qui est long, enfin qui est engageant, qui est par définition très peu flexible, ou est-ce que tu vas vers des opérateurs qui te proposent de la prestation de service, qui ouais, peut, tu vois, sur des engagements qui peuvent aller de 1 heure à 1 an, ou, enfin, mais qui est souvent au mois le mois, tu vois. Donc, ouais. la location en prestation de service change vraiment le modèle de l'immobilier. Là où avant, tu avais un bailleur face à un locataire, là maintenant, tu as un bailleur face à un coworker qui opère l'espace, qui lui Ok, ensuite vend, entre guillemets, ses prestations de service à une entreprise. Tu vois, c'est comme s'il y avait un acteur qui s'était inséré entre finalement l'acteur immobilier classique et l'entreprise.
Ok. Donc je pense que quand tu ouvres un peu là-dessus, tu te dis, c'est une façon de dire, ok, bah, en fait, le marché, c'est la location d'espace de travail flexible en prestation de service. Et après, tu as des différences entre la longue et la courte durée. Donc, nous, on raisonne pas mal comme ça. C'est-à-dire, tu as une grosse différence entre j'utilise un espace pour 1 heure ou une journée pour travailler parce que je suis consultant Capgemini, j'ai besoin de me poser entre deux rendez-vous. Ouais. Et je loue un espace privatif mensuel. Je prends, je sais pas, 50 postes pendant 6 mois pour héberger un projet. Ou parce que je suis une TPE et que, pareil, j'ai pas envie de prendre un bail, donc je prends 30 postes sur le mois. Tu vois, donc les espaces de travail flexible, les opérateurs, eux, leur modèle, en fonction des opérateurs, il va dépendre. Tu vois, il va être panaché entre je fais de la location mensuelle, je fais de la location ponctuelle, j'ai des open space disponibles à l'heure et j'ai des salles et j'ai de la réunion. Tu vois, les trois grands usages, c'est un peu ça, c'est location mensuelle privative, salle utilisation individuelle en open space ou en pass mensuel, etc. Donc on Ok. peut on peut résumer un peu le truc comme ça. Et la raison pour lesquelles les boîtes viennent au sujet, alors il y a pas mal de cas d'usage différents. Je pense qu'on peut les regrouper en deux grandes catégories. Enfin, moi, c'est ce que je vois chez les boîtes qu'on accompagne. Nous, on a plusieurs, quasiment 10 ans de retour d'expérience via Neonomad puis Worklib sur le sujet, mais bon, là, évidemment, le marché s'est pas mal consolidé ces derniers temps, mais les deux grands cas d'usage qu'on a vus, nous, par le passé, c'est une logique HR, donc plutôt qualité de vie au travail, tu vois, portée par des ressources humaines, et une Ok. logique immobilière, où là, on est plus dans l'optimisation et dans les projets immobiliers. Donc, Mais ouais. ok, alors il y a plein de choses là dans ce que tu viens de dire. La première, peut-être, la question un peu naïve, c'est, tu vois, tu parlais tout à l'heure par exemple de salle de réunion. Typiquement, si on parle de grosses boîtes à la Capgemini ou vraiment des grands comptes, en fait, des salles de réunion, ils en ont déjà. Enfin, et ils en ont même souvent trop. Euh, Pourquoi est-ce qu'ils iraient dans un coworking? Qu'est-ce que ça leur apporte d'aller faire leur réunion dans un cowork plutôt que de le faire tu vois, deux portes plus loin Mm. dans leur immeuble, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que ce qui s'est passé dans les boîtes, c'est que effectivement, ils ont des salles de réunion en interne, mais elles sont souvent saturées. C'est notamment une des conséquences de l'hybride, c'est que tu viens beaucoup au bureau pour voir les gens, pour Pour faire de la être en réunion. équipe, collaborer. Donc, Ouais, les salles de réunion sont souvent très suroccupées, ok, saturées, parfois mal occupées. Tu as une personne qui se met dans un call pour une salle de 15, etc. Donc, t'as une grosse tension aujourd'hui sur l'utilisation de l'espace interne. Et ok, du coup, l'autre cas, c'est que les salles sont à un endroit donné et par définition, notamment dans l'hybride, tes collabs, ils sont un peu partout. Ils peuvent être très nomades. Bon, c'est le cas des consultants, mais c'est ouais, aussi le cas de commerciaux. Ça peut être le cas aussi juste de télétravailleurs qui sont loin du siège. Donc en fait, ta workforce est très éclatée, géographiquement parlant. Mais les bureaux, toi, les bureaux que tu as en centrale, ton HQ dont on parlait en intro, bah, lui, il est à un point fixe et il va pas bouger. Donc l'idée, c'est aussi pour les boîtes de pouvoir s'appuyer sur un réseau parallèle d'espaces qui ok, sont utilisables de manière très flexible. Et nous, dans le modèle, ils sont facturés à l'usage, tu vois. Donc pour un décideur immobilier, c'est l'idée de se dire qu'il peut se reposer sur un réseau externe de débordement, tu vois. Et dès ok, qu'il a des besoins sur lesquels son siège répond pas, et bah, via la solution qu'on déploie nous, en tout cas, il peut accéder à tout le réseau d'espace ok, en facturation, en pay as you go, quoi. Tu vois, c'est vraiment ouais, chaque collaborateur a un crédit, un peu comme un ticket restaurant. C'est défini par la boîte, il réserve avec ça et la boîte est facturée à la fin du mois en centrale et elle peut ok, piloter tout ça, tu vois, en temps réel. Donc c'est ça un peu l'idée. Et ça, est-ce que c'est une logique immobilière ou HR? Tu vois, c'est là où c'est. Moi, je ouais, schématise comme ça, mais c'est à la fois quelque chose qui est bon pour le décideur immobilier parce qu'il ne s'engage pas sur. Tu vois, il peut s'engager sur plus petit en centrale, il peut prendre un siège plus petit en sachant qu'il peut déborder en externe. Il est flexible dès qu'il doit, je sais pas, déployer une équipe, je sais pas moi, à Rouen pour un projet, il n'est pas obligé de prendre un bail, il va se mettre 6 mois chez un opérateur, par exemple, tu vois, donc il a ce réseau annexe à disposition. Et ouais, en même temps, pour les collabs, c'est cool parce que bah, t'es pas obligé d'aller au siège tous les jours. Si tu es en télétravail, tu as une alternative au domicile. ouais, Et donc, il y a des effets, enfin, il y a des logiques des deux côtés, si tu veux. Après, on peut rentrer un peu plus dans le détail de quel type
de raisons côté HR et côté immobilier peuvent pousser les boîtes à y aller. Je peux détailler un peu plus avec des exemples si c'est intéressant pour les auditeurs, mais c'est un peu les deux grands axes qui poussent les boîtes à aller vers ce sujet-là, quoi. Ok. Et du coup, tu parlais tout à l'heure des consultants, où là on comprend assez bien que ils sont en mouvement tout le temps, et donc pour eux, ça a vachement de sens de, tu vois, aller bosser 1 heure ou deux avant d'aller chez le client, ou bien peut-être s'ils sont là une semaine sur une mission, ben, comme ça ils vont bosser à moitié chez le client, à moitié en coworking. Mhm. Mais il y a aussi le côté employé classique qui du coup est en hybride, et donc il est 2 jours au siège dans le centre de Paris, et puis le reste du temps il habite, je sais pas, au Mans par exemple, ou à Lille, peu importe, qui a 1 heure de Ouais, train, et du coup il va bosser en remote depuis sa ville par exemple, dans un espace de coworking qui est payé par son employeur, et puis après il fait 2 jours en hybride, quoi. Il y a les deux types d'usages en fait. ouais. Ouais, Ok. ça dépend des boîtes et des populations. Alors, dans les faits aussi, on se rend compte, c'est que ton profil peut être assez différent d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que, effectivement, tu as des télétravailleurs plus sédentaires, tu vois, qui soit sont au siège, soit sont chez eux, soit vont dans le coworking près de chez eux. Et Ouais, tu te rends compte que, en fait, il y a beaucoup de gens qui, tu vois, vont être nomades parce qu'ils ont une réunion dans Paris à un moment, et du coup, ils ont besoin d'un espace un peu plus sur le modèle du consultant qui est un peu partout. Le consultant, lui aussi, il y a des jours, il est en télétravail chez lui sur des tâches de fond. Il a un petit appart dans Paris où il bosse tout le monde. Enfin, tu vois, il a déjà son conjoint, sa conjointe qui est aussi qui est en télétravail qui aussi. prend Ouais. ses calls, et il a besoin d'un espace pour couper, tu vois. En Ouais. fait, dans la réalité, on se rend compte quand même que les profils sont assez changeants, assez mouvants. Ok. Mais c'est vrai que c'est un usage différent. Le nomade qui se pose entre deux rendez-vous, qui cherche une salle de réunion, est différent du sédentaire qui est chez lui et qui a un espace à 10 minutes de chez lui et va travailler dans son cowork. Dans son Ouais. cowork. Alors, c'est un usage, nous, c'est une partie importante quand même de nos clients qui déploient ça de cette manière-là. Donc là, on est plus dans la partie HR, de dire en Ouais. gros, dans ma politique remote, en tant que boîte, j'ai envie de mettre en place aussi une forme d'équité, tu vois, des télétravailleurs, de dire en gros, je donne du télétravail au collab. Enfin, c'est un truc qui est acquis, même s'il y a un peu des, des retours en arrière en ce moment, mais qui est quand Ouais. même bien acquis après le Covid. Mais pour ceux qui sont mal équipés chez eux, qui n'ont pas envie de bosser de chez eux, qui ont envie de faire une coupure pro-perso, etc., je propose une alternative, tu vois. Ok. Euh, donc ça, c'est le cas, par exemple, chez Schneider Electric, tu vois, qui a déployé ça en Île-de-France. Il y a 3000, Ok. 3000 collabs. Ah oui. Et, euh, et cet usage-là est souvent minoritaire. Enfin, on a souvent des taux d'adoption qui sont aux alentours de 10-15%, tu vois, des gens qui vont régulièrement en cowork, mais c'est pas négligeable, hein. Si t'as 15% des gens qui sont en souffrance en télétravail à domicile, c'est pas rien, tu vois. Ouais. Ouais. Euh, et voilà, et là, l'usage, c'est vraiment, j'ai un espace près de chez moi, je le réserve à la journée, je vais bosser là-bas et je Ok. rentre le soir et ça me fait une coupure. C'est un peu les Ouais. avantages Pro du perso, quoi. télétravail sans les inconvénients, quoi, tu vois. Ouais, ouais, carrément. En fait, ça fait partie des choses dont on parle peu, je trouve, même encore maintenant. Pourtant, tu disais que le coworking et c'était vachement consolidé dans les 5 dernières années. On en parlait aussi sur l'état des lieux, hein, l'épisode sur l'état des lieux. Mais encore maintenant, on en parlait encore une fois en off tout à l'heure. Quand on parle télétravail, il y a pas beaucoup de gens. Beaucoup de gens voient travailler à la maison, en fait. Home Ouais. office tout de suite. Et aussi de lien social Mm, que t'as plus trop. mm, Donc voilà. Ok. ouais. Est-ce Non, mais que c'est un vrai sujet. Nous, ça fait longtemps qu'on pousse à ça et dans les boîtes dans lesquelles on l'a déployé, honnêtement, c'est hyper apprécié et c'est quelque chose qui est ancré, tu vois, dans la culture de la boîte une fois qu'ils l'ont déployé. ouais, Mais je pense que c'est aussi un des problèmes du Covid, c'est que, enfin, évidemment, ça a développé le télétravail très fortement. Mais là, aujourd'hui, les entreprises sont plutôt focus sur comment je trouve mon modèle de travail hybride, tu vois, le ouais, bon curseur entre liberté et collaboratif quelque part, que de se dire, bon, on va encore ajouter une option coworking qui va encore plus complexifier tu vois, le sujet. ok, Donc, je ok. pense qu'il y a un peu de ça aussi en ce moment, mais c'est quelque chose qui va se déployer parce qu'il a du Au fur et à sens mesure. Ouais, et le réseau d'espace s'étoffe vachement aussi, tu vois, d'année en année. ouais, Donc ça permet ouais. d'avoir vraiment
un espace à 10 minutes de chaque lieu d'habitation des collabs, quoi. Chez Schneider, là, tu disais qu'il y avait 15%, entre 10 et 15% des employés qui étaient en coworking ou qui faisaient du coworking régulièrement. Est-ce que tu sais pourquoi c'est aussi peu? Parce que ça pourrait être 10%, c'est quand même pas beaucoup. Alors ça fait quand même du monde sur la taille de la boîte, mais Mm. Bah, en fait, quand tu regardes concrètement sur cet usage particulier, c'est vrai que tu vois, il y a quand même beaucoup de gens qui sont bien chez eux. Euh, Puis tu as des gens qui sont, tu vois, qui font 15 jours de télétravail. Ça dépend de l'intensité. Tu vois, nous, ce qu'on voit, c'est quand tu commences à bosser plus de 2 jours, ouais, 2, 3 jours, là, tu as besoin d'une alternative. ok, Et puis après, c'est des stats. Alors, chez Schneider, j'ai pas les stats détaillés. Moi, c'est une tendance globale, ce que je donne sur, même quand on déploie ça auprès des boîtes, tu vois, on leur dit, écoutez, vous avez tous vos télétravailleurs. Nous, on prend des hypothèses de taux d'adoption de, ouais, entre 10 et 15%. Parfois, ça peut être plus, parfois c'est moins, ça dépend des populations, tu vois. Tu as des ok, populations full remote où ils sont plus adeptes. Mais ouais, je pense que la plupart des gens, quand même, sont plutôt bien chez eux, tu vois. Ils se sont habitués à travailler de chez eux, ils ont créé l'espace, etc. Donc, ouais, c'est une facilité. Et après, nous, ce qu'on voit aussi, c'est que, enfin, on considère l'adoption sur des utilisations régulières, tu vois, tous les mois, toutes les semaines. Mais on voit beaucoup de ouais, gens qui utilisent de manière ponctuelle aussi, tu vois, parce ok, que ils ont une grosse réunion à un moment, ils ont besoin d'un espace. Je sais pas, ils ont des travaux chez eux et ça devient invivable. Et pendant ouais, c'est trois ça. mois, donc tu as souvent un taux d'usage qui est relativement fait par rapport à la population globale, mais qui concerne quand même une part non négligeable. Mais en général, les retours qu'on a aussi, c'est que les gens sont très contents de pouvoir le faire, même s'ils l'utilisent pas, tu vois, de manière tous les mois. Tu as Ok, des super users et tu as tout un panel de peut-être 30-40% de la population qui l'a déjà utilisé une fois, mais qui l'utilise pas régulièrement, mais qui est hyper content de pouvoir le faire et très reconnaissant à l'entreprise de lui permettre ça. Et ça joue beaucoup sur l'attractivité, la marque employeur des boîtes, tu vois, de pouvoir dire dans notre package remote, on a accès à 20 000 espaces de coworking dans le monde. ouais, Si vous voulez aller vous faire un week-end à Marseille, tu vas bosser en cowork le vendredi, le lundi, partir 4 jours, vous pouvez le faire. Enfin, tu vois, ça crée ouais, des ok. usages qui sont très appréciés des collaborateurs. Ah, du coup, et qui aide au recrutement et à l'attraction des talents recherchés, genre les techs ou quoi, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un peu un Ok, des deuxièmes, enfin, tu vois, dans la logique HR, donc tu as toute cette partie qualité de vie au travail à distance. Pour les télétravailleurs et les nomades, tu vois, c'est un peu deux cas d'usage particuliers. ouais, Euh, Chez les nomades, on a notamment pas mal de commerciaux, tu vois. C'est le cas pour commerciaux du Bon Coin, par exemple, qui sont sur la plateforme. ok, Donc, tu as un peu ce truc de conditions de vie de travail à distance. Après, tu as c'est ta partie attractivité, marque employeur, qui est très forte. Et effectivement, dans les métiers de la tech, tu vois, là, on a l'exemple d'Intermarché, où ils ont, en fait, c'est leur filiale tech, quoi, enfin, leur direction IT, tu vois, où ils doivent recruter des profils tech. Et du coup, pour être attractif, ils mettent ça dans le package. Ils savent qu'il y a pas mal de développeurs qui vont être en full remote, ok, potentiellement. Et du coup, tu vois, tu as 700, je crois que tu as 700 personnes à peu près. Et eux, ouais, c'est vraiment intégré dans le discours de recrutement. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet aux boîtes de tout de suite, dès l'arrivée, dire bah, comment est-ce que tu as envie de bosser. Ok, peut-être tant de jours à distance, tant de jours au siège. Est-ce que si tu veux aller ouais, en cowork, voilà l'app, tu peux réserver directement. Et c'est un moteur fort après pour les boîtes, même ouais, de communication autour du sujet, tu vois. ouais, ça m'étonne pas. Ok. J'ai une question sur le type d'espace que ces gens-là occupent. Est-ce que, tu vois, les travailleurs, les collaborateurs de grands groupes, ils font de la location de salles. Donc typiquement, ils louent un petit bureau à eux sur lequel il est marqué Schneider sur la porte. Ou est-ce que ils vont dans l'open space un peu classique du coworking? Est-ce qu'il y a les deux? Ouais. Comment est-ce qu'ils s'intègrent à tout ça, à l'écosystème existant? Alors, il y a un peu les deux. Nous, dans le modèle télétravail, nomadisme, marque employeur là, que je viens de citer, la Ouais, plupart du temps, c'est quand même
des réservations ponctuelles, tu vois, de collaborateurs qui se mélangent Ok, à la population de l'espace. C'est-à-dire, ils viennent en open space. ok, euh, Ils préfèrent, alors c'est un des sujets qu'on a beaucoup avec les coworkers, mais évidemment, ils ont besoin de pouvoir prendre des calls, donc toute cette logique de phone box, de pouvoir louer des petites salles, etc. Mais en ouais, général, tu vois, toi, tu es télétravailleur, tu es consultant Capgemini, par exemple, ou Bearing Point, ou tu bosses chez Atos, ou je sais pas, tu vas pas, si tu veux, c'est très compliqué de recréer des bureaux, d'aller louer des espaces au mois le mois pour Capgemini, parce que en fait, tu recrées un peu cette logique ouais. de Tu te réenfermes concentration. du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis tu vois, où tu les crées, quoi. Tu dois les créer à des points équidistants de tous tes collabs en télétravail. Du coup, après, tu dois vérifier si le bureau est bien utilisé ou pas. Enfin, tu Ok, vois, ça crée des lourdeurs derrière qui sont complexes. Donc nous, justement, notre système, c'est de dire, tu as ouais, une app, tu as tous les espaces, t'as un crédit temps ou un crédit euro, ça dépend des boîtes, tu vois, X jours par semaine ou X euros par mois ou autre. Tu as des droits de réservation que tu peux ventiler sur open space, salle de réunion, tu peux mettre des plafonds, tu as plein de manières de réguler un peu l'usage. Et après, tu ok, fais ta vie et tu te débrouilles. ok, Euh, Malgré tout, tu as quand même un usage en location fixe, mais c'est plutôt pour l'instant, en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est plutôt pour des boîtes moi, je vois ça beaucoup, notamment chez Generali, c'est des boîtes qui avaient des bureaux en région, tu vois, des antennes un peu commerciales notamment ok, louées en bail classique et elles basculent nous on appelle ça le hub, mais en gros elles basculent en location privative, tu vois, mensuelle, chez des ok, opérateurs et elles finissent avec 30, 40 hubs comme ça répartis en région. Et ça aussi nous on le gère via la plateforme euh, parce que les boîtes, tu vois, ces équipes-là c'est vraiment où ils ont besoin quand même d'avoir un peu leur identité. Parfois ils ont une imprimante, un truc, etc. Donc ok. Mais, mais c'est variable et parfois tu mélanges les deux, c'est-à-dire tu dis bah attendez là vous avez un bureau, vous voulez fermer votre bureau en bail classique parce qu'il est plus adapté, je sais pas, dans la région de Nantes. On vous Ouais, crée un petit hub de 10 places pour vos collabs et en plus ils ont accès au réseau à global via l'open l'app. space. Ouais, Ouais, et ils mélangent les deux, tu vois, et tu mélanges enfin, du privatif et du ponctuel pour une équipe donnée. Et ça, nous, on le ok, fait très bien sur la plateforme aussi. Donc ok, après, c'est une discussion que tu as avec les boîtes, tu leur donnes l'éventail des possibles et tu les accompagnes étape par étape en leur disant, bon, c'est quoi vos enjeux? Ok, vous voulez plus de flexibilité, bon, bah, on fait que du ponctuel. Ah, vous avez quand même besoin de replacer les équipes à un endroit. Bon, bah, on fait du privatif et si on mélange ok. les deux, ça permet d'avoir les deux options en cumulé, quoi. Ouais, ouais, c'est intéressant en fait. Effectivement, ce que tu disais, si le but du jeu c'est d'avoir de la flexibilité et de pouvoir grandir de manière un peu organique les bureaux, c'est vrai que c'est idiot de reprendre un bureau fermé à côté avec 15 places parce que de fait, tu as 15 places. Ouais. Ok, ok. J'ai compris. C'est toujours la logique IMO en fait de gagner en flexibilité sur ton espace de travail et d'avoir un espace de travail qui peut scaler, soit dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, grossir ou réduire en fonction de tes besoins directs sans avoir d'engagement, quoi. Mm. Ouais, puis tu as le Euh, côté, je pense, dans la logique immobilière, un peu de tout en un, tu vois. C'est-à-dire que pour les boîtes, ce qui est intéressant, c'est que elles vont prendre un bureau ou passer en ultra flexible sur une région donnée. Mais tu vois, elles n'ont pas à gérer. C'était le cas chez Generali, tu vois, ils avaient des bureaux un peu partout en région. Bon, mais ils devaient gérer les contrats de maintenance, ouais, les contrats de sécurité, les trucs même le ménage, ouais, etc. le Ouais, ménage, etc. Et ça, c'est hyper. En fait, tu as des équipes en centrale qui gèrent ça, tu vois, fois 40 bureaux, c'est hyper compliqué. ouais, Tu as ouais. des sites, de temps en temps, ils deviennent un peu vétustes, ou finalement, la zone importante à couvrir, elle est à un autre endroit. Donc, tu vois, l'immobilier classique répond assez rarement aux enjeux de flexibilité du business. Tu vois, nous, c'est un peu ce que nous disent les boîtes. Le business va beaucoup Ok, plus vite que ouais, l'immobilier, tu vois. Et du coup, de pouvoir te mettre sur un truc all inclusive, c'est-à-dire tu as un prix au mois, tout est inclus, le ménage, l'internet, la sécurité, etc. Et en plus, c'est ouais, flexible d'engagement. Et en plus, tu as une plateforme qui centralise tout. Parce que tu vois, le cas de Generali, s'ils devaient prendre 40 contrats avec 40 opérateurs différents en région, ce serait l'enfer pour eux. Donc, tu as besoin ouais, d'une ouais. plateforme qui ensuite vient
bien centraliser ça et accompagner le déploiement parce que humainement, c'est pas rien non plus, hein. Quand tu bascules les gens d'un bureau à du flex, il faut quand même le faire intelligemment. Ouais, Et bah, du coup, tu as vraiment cette idée d'un immobilier 100% flexible à l'usage et tout inclus. Tu vois, tu as une facture à la fin du mois et un ouais. opérateur plateforme et ça tourne, quoi. Du coup, j'ai effectivement deux questions. Et la première, d'un un point de vue purement immobilier entrepreneur, c'est est-ce que les entreprises, elles y gagnent d'un point de vue financier? Elles gagnent en flexibilité, ça, il n'y a pas de débat, mais est-ce que ça leur coûte moins cher au final ou est-ce que ça leur coûte plus cher mais c'est compensé par plus de flexibilité? Ah, c'est l'éternelle question. C'est pas facile de répondre. En fait, tu as des cas où c'est très clair. Tu as des cas où les boîtes font une super économie parce que, bon, tu vois, Generali, par exemple, leur beau leur coûtait cher, la maintenance, etc. Et tu vois, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait quasiment 50% d'économie sur leur budget immobilier en région. Tu vois, Ok, mais ça a mis du temps. Et c'est un peu des projets où il faut voir sur le long terme parce que tu dois investir au début pour mettre en place, pour faire des POC, prouver que ça marche. Et ensuite, ce que tu as investi dans ta phase de transformation, tu l'amortis sur les années suivantes. Tu vois, donc ok, il faut construire un peu une approche un peu smart sur plusieurs années. Mais donc, tu as des cas comme ça où c'est très clair. Tu as quand même pas mal de cas où c'est l'accompagnement d'un projet de flex office, tu vois. Donc, une boîte qui ouais, déménage ou qui réduit ses surfaces. Et sur cette ouais, économie-là, elle réinvestit une partie en externe, tu vois. ok, Donc là, tu pourrais dire que ça a coûté plus cher, mais comme tu es que s'ils n'avaient pas fait, mais comme tu es dans le cadre d'un gros projet immobilier sur lequel ils font des millions d'économies, bon, en fait, c'est une façon d'accompagner le changement, de donner un peu de flexibilité aux collaborateurs dans le cadre d'un changement flex qui peut être parfois un peu mal vécu. Donc, dans ces cas-là, les boîtes en général s'en sortent bien. Après, il y a des cas où, et honnêtement, nous, c'est quand même la grande majorité des boîtes, hein, parce que tout le monde passe en flex. Alors, elles font pas toutes des économies en passant en flex, mais c'est quand même la majorité. Donc, bon, moi, il y a quelques cas précis. Par exemple, je pense que le groupe Bell, c'était un peu ce cas-là où eux, ils étaient vraiment à fond dans le fait de créer de la qualité de vie pour les collaborateurs à distance et aussi créer des moments de collaboration. Tu vois, l'idée, c'était aussi que les collabs puissent se retrouver en coworking, bosser ensemble. Enfin, il y avait tout un projet d'innovation RH qui était très fort. ok, Et là, ils ont dit, OK, en fait, on met le budget, on le porte, nous, côté HR, c'est pas un budget immobilier, on sait que c'est un investissement, mais on mesure après les impacts positifs et on pense que ça a du sens. Donc, tu as des ok, cas comme ça où c'est un investissement de la boîte et c'est assumé tel quel. Mais je dirais que dans la majorité des cas, si c'est bien réfléchi, tu te branches à un projet d'optimisation immobilière et tu arrives à faire un peu le win-win, c'est-à-dire la boîte gagne enfin, en coût immobilier, elle gagne en flexibilité, comme tu le disais, et les collabs ont une nouvelle solution qui est intéressante ok, pour eux, tu vois. Et ok, si tu arrives à faire ça, aligner les planètes là-dessus, c'est là où tu fais les plus beaux projets. Et nous, la plupart des success stories qu'on a ont été faits comme ça. ok. Mais arriver à mettre tout autour de la table tous les gens dans les boîtes capables d'avoir cette vision et de construire ça, c'est pas simple, mais c'est vraiment notre métier. Je pense, que c'est la grosse plus-value qu'on apporte aussi en phase amont, tu vois, de pouvoir Ok. montrer des retours d'expérience de boîtes qui l'ont fait et pas être sur du théorique, te dire, bah, écoutez, on peut faire comme ça a été éprouvé par la pratique. Qu'est-ce que vous en pensez? Et après, on fait forcément du sur-mesure pour les grosses boîtes, mais sur la base Ouais. d'un répertoire bien éprouvé, quoi. Du coup, est-ce que tu as du retour d'expérience des salariés? Est-ce que les salariés, parce que tu vois, passer au flex, euh, alors effectivement, d'un point de vue, passer au flex office, je veux dire, d'un point de vue entreprise, c'est intéressant pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais d'un point de vue salarié, ça veut dire quand même que tu abandonnes ton bureau, ça veut dire que tu n'as plus de bureau fixe. Toi, il y a une espèce de truc Hmm. de dépersonnalisation de ton environnement de travail qui peut être assez violent. En tout cas, c'est un peu comme ça qu'on se l'imagine. Est-ce que toi, tu as des retours de collaborateurs est-ce qu'ils ont l'impression que ça c'est mieux qu'avant, tu vois, est-ce qu'ils sont plus heureux qu'avant ou parce qu'ils ont gagné en flexibilité au final Hmm. ou tu vois comment est-ce que c'est géré tout ça en interne, tout ce qui est c'est aussi la logique HR en fait, RH quoi. Ouais. Bah,
Le sujet du flex, c'est un gros sujet qui est d'ailleurs pas directement lié au sujet du coworking ou des espaces flexibles, mais nous, c'est marrant parce Ouais, qu'on a un projet en ce moment d'une boîte qui justement donne accès au coworking à ses collaborateurs pour les habituer au flex. Parce qu'en fait, quand tu es en coworking, par définition, tu es en flex, tu vois, t'as pas ton poste attitré, tu ouais, viens de poser dans un espace, etc. Tu as des règles d'usage. Bon. Donc c'est marrant parce que finalement, quand tu es en coworking, tu vis le flex avant l'heure, quoi. Mais en fait, bon, moi, mon impression, là, après le Covid, je pense que la situation était peut-être un peu différente avant Covid, mais après Covid, j'ai l'impression que moi, dans les boîtes que je suis, les collabs ont globalement compris que le flex était nécessaire, tu vois, vu les taux d'occupation des ok, bureaux, la nécessité de optimiser aussi toute la partie impact, émissions de CO2, etc. Enfin, on est quand même sur un gros sujet, quoi, d'impact. Et du coup, j'ai l'impression que ça a été compris. Après, la façon dont c'est fait a été pas mal améliorée. Enfin, je voyais une stat l'autre jour qui montrait que quasiment les trois quarts des boîtes avaient fait leur transition vers le flex, considéraient que c'était plus un problème, etc. Donc, ok, moi, j'ai l'impression que le sujet du passage au flex, il est bien intégré. Ce qui est compliqué, c'est de retrouver le collaboratif. Tu vois, c'est OK, on est en ouais, flex, mais maintenant, comment on s'organise en équipe pour retrouver des temps de collaboration, d'animation du collectif. Donc le ouais, sujet, il est vraiment autour de ça en ce moment. Et du coup, c'est pas un sujet pur immobilier, tu vois, ah oui, on a fait des beaux espaces en flex. C'est un sujet d'organisation du travail, de de management. culture presque, ouais, Ouais, et alors nous, on apporte des solutions. On a un studio qui bosse là-dessus et on apporte des solutions. T'as des solutions digitales aussi qui sont là pour aider. Tu vois, nous sur l'app, tu peux organiser ta semaine avec ton équipe. Tu vois où et quand. Enfin, nous, c'est un peu ouais, ce qu'on s'est dit. Enfin, le but de gérer les espaces de travail flexibles de manière optimisée, pour nous, ça doit être fait que au service du collectif. Tu vois, si c'est pour finir dans un monde complètement éclaté où personne se croise et ok, c'est flexible, mais il n'y a plus l'humain, ça a aucun sens, tu vois, pour nous. Et c'est justement de rendre ça simple pour que le collaboratif puisse se faire simplement. ok, ok, Tu sais où est ton équipe à quel moment. Tu vois, là, en ce moment, on bosse sur des fonctionnalités de ah bah j'ai 5 collaborateurs qui sont dans ces différents endroits. Mardi, je dois faire une réunion. Bon bah en fait le menu d'espace qu'on va me proposer, ça doit être un mélange de ce qu'il y a au siège, ce qu'il y a en cowork. Et finalement, peu importe où est l'espace, ce qui est important, c'est l'usage, qu'il soit en interne ou en externe. À la limite, on s'en fiche. Ce qui est important, ouais, c'est avec qui je dois bosser, quels sont les services dont j'ai besoin et le type d'espace qui répond à mon usage. Et ensuite, l'app me propose les bonnes solutions, tu vois. ok, Et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on bosse en ce moment pour essayer de dépasser un peu cette question de est-ce qu'on retourne au bureau ou pas. La question, c'est pourquoi on retourne au bureau et qu'est-ce qu'on a à y faire et comment la ouais, boîte te file les meilleurs outils pour y arriver. Et ça, c'est ok. vraiment pour moi justement un des clés de développement du coworking, c'est d'arriver à s'intégrer à ça et être une des solutions euh, dans toutes les options qu'on a pour permettre le bon espace de travail au bon moment avec les bonnes personnes, quoi. Tu parlais des outils, est-ce qu'il n'y a pas un sujet là-dessus? Moi, je me rappelle que j'ai bossé un peu dans une start-up qui était rattachée dans un grand groupe. Et une des raisons pour laquelle on n'allait pas bosser dans les coworking, c'est que justement, on n'avait pas accès au VPN de la boîte. Mm. Toi, il y avait des questions de sécurité, on pouvait des fois même pas accéder à nos mails parce qu'en fait, ils étaient sur le réseau interne, etc. Il y a tous ces problématiques-là d'outils purement techniques. Euh, et aussi peut-être un peu réglementaire, où si t'es pas dans les bureaux, bah en fait t'es pas vraiment considéré couvert par l'assurance de la boîte. Enfin, il y a tous ces trucs-là. Est-ce que c'est des problèmes que vous rencontrez aussi? J'imagine que oui, sur les grands groupes. Et comment est-ce qu'ils font toi, est-ce qu'ils sont vigilants sur ces points-là et comment est-ce qu'ils font pour les contourner? Ouais. Alors ouais, c'est des vraies questions. Effectivement, les grosses boîtes sont très attentives à ça, tu vois, elles ont des Ouais, services de sécurité et de check des environnements de travail, de qualité d'environnement de travail qui est assez fort. Et quelque part, quand on voit un collab en coworking, c'est un peu comme, enfin, si tu l'envoies de manière organisée, c'est pas lui qui le fait dans son coin. Il faut que tu aies vérifié quand même que les espaces respectent tu vois, un certain minimum de normes, etc. Parce que ouais,
tu peux pas avoir exactement la même exigence que dans tes bureaux, mais tu vois, c'est quand même ça devient un espace de travail prévu par la boîte, quoi. Ouais, Et ça, c'est un gros boulot, nous, qu'on a fait ces dernières années là-dessus, justement pour euh, avoir un framework qu'on voit pas forcément sur le site. Tu vois, c'est un truc qui est un petit peu en back-office de notre côté, mais pour avoir vraiment toutes les informations légales importantes, tu vois, côté opérateur d'espace, quand on les intègre à la plateforme, on a une checklist assez détaillée. ok, Et après, on permet aux boîtes d'avoir de la visibilité là-dessus et parfois de pouvoir filtrer un peu les espaces en fonction des règles de sécurité ou des exigences qu'ils peuvent avoir en termes même d'ergonomie des postes de travail, etc. Il y a pas mal de sujets là-dessus. Donc ça, ok, on a les questions, elles sont légitimes, on y répond assez bien. Et justement, nous, dans les grands comptes, on bosse avec les services sécurité, compliance, etc. Tu vois, en amont des projets, pour ouais, justement montrer le framework. On doit l'intégrer au contrat. Enfin, il y a plein de sujets administratifs, assurance, juridique, sécurité ouais, informatique qu'on dépasse progressivement. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Mais ce que je te disais tout à l'heure sur euh, cette méthodo qu'on a éprouvée avec le temps, on est capable tu vois, nous on connaît toutes ces étapes-là avec les boîtes. On sait, on l'a déjà vécu dans pas mal de boîtes différentes. Et en fait, c'est des questions qu'on a souvent au début, sur lesquelles on arrive à rassurer assez vite. Et ensuite montrer comment, via notamment la plateforme, c'est aussi notre rôle d'un peu de tiers de confiance, on arrive ok, tu vois, à rassurer tout le monde, les embarquer dans un cadre réglementaire fixe et clair, et ensuite à déployer auprès des collabs qui, eux, enfin, c'est pas leur souci de savoir si ouais, ouais, le building est ERP ou ERT, mais au moins, tu vois, ils y vont avec des admins qui sont en toute confiance. Et par contre, si un jour ok, il y a un problème ou il y a un incident, bah, on a tous les process aussi qui permettent de remonter à un problème et de gérer tu vois, on a toute une équipe qui gère des cas alors, des cas problématiques, on en a assez rarement, mais tous les petits grains de sable qui peuvent se poser dans l'usage et dans la réservation, on a une équipe, nous, qui gère ça au quotidien, qui ok, dans l'heure t'a rappelé, t'as trouvé une solution ou à escalader le sujet à l'admin si besoin, quoi, tu vois. ok. Ouais, intéressant. Intéressant toutes ces problématiques-là. Après, effectivement, c'est que des problématiques techniques, mais j'imagine que enfin, ça va faire partie des freins, des nombreux freins à lever petit à petit, un par un, pour pouvoir faire ce genre de projet. Est-ce que tu dirais, toi, que c'est une tendance en progression, l'adoption des coworking et du flex par ces grands groupes-là, ou est-ce que c'est encore assez marginal, toi qui as une bonne vision de ce qui se fait? Alors, c'est sûr que bon, le flex et l'hybride, c'est une tendance de fond hein, qui est indéniable et je vois pas comment les entreprises. Alors, il y a un petit peu de resserrage de vis sur. Tu vois, on donne pas, on arrête le full télétravail dans certains cas, où on revient à Ouais, peut-être 3 jours par semaine, tu vois. Tu sens que le ouais, mouvement, il y a un petit balancier et on est un peu en train de se remettre jusqu'à ce qu'on retrouve son point d'équilibre, quoi. ouais, Donc ça, je pense que c'est vraiment une tendance de fond. Euh, Il y a une tendance de fond donc on observe aussi de continuer à flexibiliser le parc immobilier. Ça, tu vois, nous sur la plateforme, on gère tout type de demandes et on a notamment des demandes, tu vois, sur la location flexible qui continue à être très, très dynamique, quoi. ok, Et ça va, c'est un marché qui est encore en train d'évoluer. Donc l'offre progresse, la demande progresse. Tu vois, les deux se, se, se matchent progressivement. Sur les grands comptes et le coworking, sur un mode plus intégré à la politique remote. C'est, Ça dépend des cas. Enfin, je pense que nous, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes. Alors là, on parle moins de grands comptes, mais plutôt de start-up ou de boîtes assez ou de PME ou de TI qui se lancent, notamment sur un cas d'usage de l'international qu'on regarde beaucoup en ce moment. Tu vois, des boîtes ok, qui veulent se déployer dans 5-6 pays en un an ouais, parce qu'elles vont vite, bah, aller prendre des baux à Berlin, New York ouais, et Amsterdam, c'est l'enfer. Donc, le fait de pouvoir activer vite un réseau d'espace flexible, c'est quand même, pour eux, c'est un no-brainer, quoi. Tu vois, c'est, ah ouais, ok, ouais, sans ça, on sait même pas comment on ferait. Enfin, donc, on a quand même un gros drive sur ces boîtes-là. Pas mal de boîtes qui sont en full remote, tu vois aussi, par exemple, Open Classroom qu'on accompagne, tu vois.
Donc tu as un peu ces early adopters, je dirais, avec qui ça avance très bien. Et sur les grands groupes, comme je te disais tout à l'heure, on sent que pour l'instant, c'est plutôt, on essaye de résoudre nos problématiques de l'hybride, de l'animation des collectifs, etc. Euh, et du coup, on teste des choses, tu vois, on en a beaucoup de boîtes en ce moment qui sont en POC, tu vois, donc elles prennent une population test et elles testent le Ok, truc, parce qu'elles sont encore en train de tester leur modèle, et ok, ensuite on l'intègre pour le déployer. Donc moi, je vois ça comme, voilà, on est encore un peu dans cette phase de flou ou de, je sais pas comment dire, d'émulation un ouais, peu, d'ébullition après Covid. ok, Euh, et mais il y a un avenir évident pour ce type de solution. Après, est-ce que toutes les boîtes s'y mettront? Je sais pas. Mais nous, on table sur, tu vois, sur les boîtes qui ont des boulots en télétravail, 30 à 40% des boîtes qui utiliseront du flexible ok. dans les 5 prochaines années. Et tu as pas mal d'études Ah qui oui, montrent ça, tu vois, que même que le marché de l'immobilier est en transformation et que tu auras quasiment 30% de l'immobilier qui sera en flexible, en prestation de services dans les 10 prochaines années. Ça, c'était les chiffres des acteurs du secteur ouais, c'est intéressant. comme Ok, JLL. Donc tu vois, tu as les deux, tu as la transformation du marché de l'immobilier, tu as la transformation des pratiques de travail, et entre les deux, tu as des acteurs comme nous qui essayent d'organiser ouais, les choses pour que l'offre et la demande se retrouvent bien. ok, Et après, à l'intérieur de ça, la part de flexible en privatif versus, tu vois, télétravailleurs qui réservent près de chez eux versus réunions, séminaires, etc. Je pourrais pas trop te dire précisément. ouais, ouais, Mais nous, justement, ça a été notre positionnement de se dire, en fait, on sait gérer tous ces flux-là et les boîtes, en fonction de leur stratégie, déploient tel ou tel axe. Euh, et nous, ok, on est un peu l'organisateur ou le point d'entrée unique de tous ces flux pour les entreprises, quoi. ok, C'est ça un peu le pari, quoi. ok. Hyper intéressant. À la fois l'état des lieux actuel et la prospective là sur le déploiement du FEX, même sur les grands groupes, et même sur le- la transformation du parc immobilier français, c'est intéressant. Mm. Euh, ok, et je pense qu'on a fait pas mal le tour des cas d'usage, etc. Si tu devais donner quelques conseils à une boîte, une grosse boîte qui veut mettre en place soit du flex, soit du coworking, quels conseils tu lui donnerais pour, euh, pour mettre en place son projet? Alors, je pense il y en a trois principaux pour moi. La première, c'est d'essayer d'avoir une approche transverse. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un sujet qui est à la fois immobilier, HR, innovation aussi. Tu vois, on en a souvent les IT aussi, hein, évidemment. Donc, Ouais, l'idéal, c'est d'avoir un projet, enfin, une équipe projet transverse autour de la table avec toutes les personnes représentées. Nous, on a souvent des problèmes si, tu vois, si la HR part but en blanc sur le sujet et puis ensuite l'immobilier finalement rattrape le truc et pas d'accord. Bon. Donc c'est bien d'aligner tout le monde autour d'une vision globale, c'est-à-dire pourquoi on fait ça, euh, quelle est la stratégie, quel est le modèle d'organisation du travail qu'on pose demain, est-ce qu'on est au clair sur voilà, sur le travail à ok, distance, tu vois, même si au niveau ouais, direction, c'est pas hyper aligné, tu vois, si tout le monde parle de flexibilité, d'hybride, mais qu'en haut, tu as un patron qui est complètement en fait anti-télétravail ou anti-flexibilité, ça va créer une dissonance qui est forte. Donc, bien aligner les axes, la strate, la vision, et avoir une équipe derrière transverse qui mène le projet. Ça, c'est vraiment ok, idéal, si on peut le faire. Ensuite, fonctionner par expérimentation, par test, ça marche bien. Tu vois, pas ok, trop se complexifier la vie au début en se disant, attends, il y a tout ça, il y a tous ces gens, comment on va faire, etc. Faire des petites expés, ça permet de prouver le modèle sur une petite population et de déblayer les c'est-à-dire que sujets sécurité, tu prends une IT, équipe par exemple, etc. Tu tu prends prends une souvent une équipe direction. dédiée, ok, Ouais, l'idéal c'est deux ou trois directions avec tu vois, des directeurs ou directrices de BU motivés par le truc. Ça, en général, c'est en interne, tu vois, les gens savent, ils vont dire, ah ouais, on va parler à telle personne, ils sont ils ont ok, un lifestyle assez flexible. En ouais, haut lieu, les top managers sont assez flex et assez innovants là-dessus, etc. Donc,
le mieux, c'est de partir avec des directions qui vont devenir un peu tes super users. Ok. Tu testes pendant 3 à 6 mois et ensuite tu déploies. Ok. Et puis, pas avoir peut-être le troisième conseil, c'est de bien réfléchir à l'interne et à l'externe comme des vases communicants. Tu vois, nous, c'est un peu le postulat chez Worklib, c'est essayer de penser, ah oui, on va déployer des espaces externes pour telle population, mais ensuite on va gérer tout l'interne d'une manière différente. Pour nous, enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est quel est l'usage, quelles sont les personnes avec qui on a besoin de bosser, et ensuite on met en place les solutions qui vont bien. Ok. Essayer d'avoir une Ouais. approche vraiment un peu globale, interne-externe dès le départ. Ok. Ça permet d'ouvrir aussi pas mal de portes et pas se retrouver en cours de route à dire ah oui, mais en fait, on a un outil pour l'interne, un outil pour l'externe. Non, partez tout de suite Ouais. avec Ouais. une solution globale. Ça vous fait gagner beaucoup de temps et, et d'argent Ok. à long Ouais, c'est terme, clair. quoi. Ok. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Non, je sais pas. Est-ce que tu vois des choses à rajouter? J'ai l'impression qu'on a fait un bon état des lieux et que moi j'ai appris plein de trucs, donc c'est cool. Ouais, non, Euh, mais écoute, merci beaucoup pour le temps. Moi, peut-être le mot de conclusion, je sais pas si je peux dire ça, mais c'est peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien penser la flexibilité au service du collectif. Et je pense que ouais. aujourd'hui, on est un peu en train d'opposer les deux, tu vois, en train de dire, ah oui, mais puisqu'on donne plein de liberté aux gens, au collab, bah, du coup, il y a plus justement de collaboration, on perd en productivité, etc. Je pense que nous, le message, c'est de dire, en fait, le modèle idéal, il n'est pas idéal, enfin, il n'est pas idéal, ou il n'est pas le même pour toutes les boîtes. Chaque boîte va trouver un peu son modèle, va l'adapter, Ouais. mais en gardant en tête que, bah, pour reprendre un peu c'était le motto de mutinerie à l'époque, libre ensemble, tu vois, moi ça me parle bien. Ouais. Même aujourd'hui, tu vois, dans les grosses boîtes, il faut trouver cet équilibre entre flexibilité, liberté de choix et mais au service du collaboratif et de l'animation. Et ça, nous, c'est notre North Star permanente et on bosse vraiment pour ça. Et je pense que si on crée de la Ok. flexibilité, mais que derrière on perd le collectif, bah, on a vraiment raté Ouais. une étape. Donc, Ouais, t'as raté la transition, mm. clairement. Ok. Ok. Euh, Écoute, merci beaucoup Baptiste pour cet épisode. Je mettrai ton LinkedIn dans la description du podcast si les gens veulent aller le voir et puis je mettrai aussi le lien vers Worklib. Donc ouais, merci beaucoup pour l'épisode. C'était super intéressant. Avec Et plaisir. puis à plus. À très bientôt. Salut Xavier.